à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Une utilisation massive de la chlordécone dans les bananeraies entre 1972 et 1993 a empoisonné pour des siècles tous les écosystèmes des zones concernées. Les terres cultivées mais aussi les eaux de rivière et des zones côtières maritimes, contaminant de façon durable les produits de culture, de l'élevage mais aussi toute la faune aquacole, avec les conséquences qu'on imagine sur l'alimentation des populations concernées basées essentiellement sur ces produits. Aujourd'hui, 1, 2, 3 Santé fait le point et on commence avec notre question du jour. Le chlordécone se retrouve-t-il dans nos élevages ? Et pour traiter ce sujet, à mes côtés, toujours le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de monsieur Xavier Xandé. Vous êtes de l'Institut technique de l'élevage, l'ITEL, de Guadeloupe et de Saint-Martin. Ça. Bienvenue et merci de votre présence. Alors, première question, pendant longtemps, on a pensé que c'était surtout les fruits et légumes qui étaient contaminés par la chlordécone. Et depuis peu, on insiste beaucoup sur les produits d'élevage. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, les animaux, quand ils s'alimentent, ils ingèrent aussi un peu de terre. Et la terre peut être contaminée. Donc, résultat, ils se contaminent aussi à la chlordécone. Et parfois, ils peuvent avoir des taux de chlordécone qui se retrouvent dans leurs muscles et qui les rendent impropres à la consommation. C'est une découverte récente ? Alors non, ce n'est pas une découverte récente. Par contre, il y a une espèce animale pour laquelle récemment, on a découvert qu'il y avait des concentrations importantes de chlordécone qui se retrouvaient. C'est au niveau des œufs, donc pour tout ce qui est poule pondeuse. Donc c'est une alerte supplémentaire et on fait les services de l'État et aussi toutes les structures qui s'occupent de cette de l'élevage autour de cette contamination sont très vigilantes à ce niveau-là. Alors vous m'avez demandé, dans la liste de ces animaux, les poules sont en premier chef intéressées. Alors c'est tout récent justement, parce qu'on n'avait pas eu forcément cette concentration, d'autant plus que les volailles sont souvent élevées en bâtiment et un peu plus rarement, en tout cas chez nous, en plein air. On avait d'abord commencé par le risque de contamination. Les animaux d'élevage qui étaient les plus concernés, c'était plutôt les ruminants. On n'entend pas ruminants, tout ce qui est bovin, caprin, ovin, donc les bœufs, les cabris, les moutons. Et c'est vrai que c'était, dans un premier temps, une concentration plutôt sur ces espèces animales. Un peu moins sur toutes celles qui sont en élevage, en bâtiment. Donc on entend le porc, la volaille et le lapin, par exemple. D'accord, alors revenons un tout petit peu sur les poules. Vous avez dit que les poules aussi sont contaminées en grattant, en mangeant de la terre, mais ils éliminent ce chlordécone par les œufs. Donc ouais. Les œufs sont un vecteur de contamination importante. Tout à fait. Il faut juste savoir que comme nous, tout être humain, on est capable d'éliminer par notre corps la chlordécone. Et donc on l'élimine dans nos excréments, dans nos féces, dans nos urines, etc. Mais chez les poules, il y a une particularité, c'est qu'elles l'excrètent aussi à travers leurs œufs. Donc d'où ce phénomène de bioconcentration dans l'œuf et l'œuf se retrouve donc du coup avec des taux de chlordécone qui sont importants liés au phénomène de picorage qu'elles ont quand elles consomment le maïs ou qu'elles consomment les vers de terre. Voilà. Alors vous m'avez devancé, les poules sont souvent contaminées et en particulier les œufs sur lesquels on insiste beaucoup. Oui, c'est bien ça, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que les œufs, les poules, tout comme les autres animaux et tout comme l'homme, on a cette capacité d'excréter la molécule de chlordécone. Dans nos urines, dans nos féces, on l'excrète. Donc notre corps peut se débarrasser, c'est l'information quand même qu'il faut bien comprendre, notre corps, pour peu qu'on lui laisse du temps, peut se débarrasser de la molécule de chlordécone. Les poules, leur particularité, c'est que cette molécule, elles vont l'excréter dans l'œuf. Pas que dans leurs excréments, mais aussi dans l'œuf. D'où cette concentration importante, par un effet de bioconcentration, qu'on va retrouver dans l'œuf et qui ensuite va être consommé par l'homme. Donc d'où ce danger qui a été identifié très récemment parce qu'on ne s'attendait pas à ces taux-là. Donc ces œufs-là deviennent non consommables, mais à condition que la poule soit sur une zone contaminée. Bien entendu, si la poule se trouve dans une zone qui n'est pas contaminée, il n'y a aucune raison que l'œuf, lui, se retrouve contaminé. Donc c'est vraiment dans les cas, et c'est pour ça qu'on travaille pour identifier les zones, c'est vraiment dans les cas où on se retrouve avec des poules qui seraient en plus, donc du coup en plein air et dans une zone contaminée.
Alors vous avez cité les autres types d'animaux, les bœufs, les cabris, les moutons, on le retrouve dans la chair, dans les muscles. Et vous avez parlé, vous avez dit il y a du chlordécone résiduel dans les muscles. Oui. Alors ce taux de chlordécone résiduel, les limites, il y a des taux fixés? Alors voilà, donc ça c'est ce qui se fait à se retrouver pour tous les pesticides. Ça s'appelle les limites maximales de résidus, ou LMR, donc je vais employer le terme LMR par la suite. Et il se trouve que pour la chlordécone en particulier, il y avait une limite maximale de résidus qui était fixée à, on va dire, 100 jusqu'en janvier 2019. À partir de janvier 2019, cette LMR a été baissée à un taux de 20. L'objectif étant d'arriver à 0. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à un taux 0 chlordécone. Bien entendu. Donc aujourd'hui, on est à 20 et c'est ça qui fait que désormais, on entend un petit peu plus la contamination dans la viande globalement, Oui. quel que soit le type d'élevage. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir rabaissé pour toutes les espèces la LMR à 20 fait que désormais, quand les carcasses où les animaux arrivent à l'abattoir et que les mesures sont faites à l'abattoir, si vous êtes au-dessus de ce taux qui était à 100 avant et qui maintenant est à 20, ben on retrouve beaucoup plus de carcasses qui sont détruites et éliminées. Mais vous me parlez de taux qui ont été forcément abaissés, donc on est devenu très exigeant, nécessairement, et c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il y a les mêmes exigences pour toutes les viandes importées? Alors, on n'a pas, dans le temps de l'émission, on n'a pas le temps de développer parce que, comme je vous disais, c'est sur plusieurs pesticides, mais il s'avère que localement, on a un taux de LMR qui est très bas par rapport à tout ce qui peut être notamment importé. Donc, quelque part, il est encore plus sécure, si je peux m'exprimer comme ça, de consommer local et de consommer, enfin, toutes les viandes qui sont consommées ici et qui sont mesurées sont encore plus sécures que celles qui viendraient de l'extérieur. Alors, vous parliez tout à l'heure des œufs des poules qui seraient potentiellement contaminés, mais en fonction du type d'élevage, on peut éviter cette contamination. Et je vous propose qu'on regarde un reportage à ce sujet justement et on échangera dessus après. L'exploitation sur laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'exploitation d'une jeune exploitante agricole, Madame Cavalier-Aurore, qui a fait en fait le choix d'une petite exploitation type familiale avec des principes d'agroécologie. Et on trouve sur son exploitation aussi bien des productions végétales, du maraîchage, de la banane, du giromant, enfin voilà, et des plantes aromatiques, que des petits ateliers de production animale. En particulier de la volaille, des poules pondeuses et bon, voilà, des oies, des canards, mais qui sont en plein air. Alors la problématique de l'élevage de volailles en plein air ou même de tout type d'élevage en production animale qui se fait en plein air, on a une grosse problématique avec le chlordécone puisque la contamination est dans le sol ou dans l'eau de boisson, mais ça se fait par l'ingestion. Et l'ingestion de terre qui peut se faire accidentellement en même temps qu'on est en train de, pour les ruminants, de prélever du fourrage, ou pour les poules, comme ça va être le cas, comme on va pouvoir le voir, quand elles viennent picorer, et picorer à même le sol leur alimentation. Donc en volaille en particulier, on s'est aperçu après coup qu'il y avait une forte concentration, on appelle ça une bioconcentration de la molécule de chlordécone dans plusieurs muscles ou parties dans les chairs même de la volaille, et aussi une forte bioconcentration dans les œufs. Donc d'où le risque et le fait que la volaille et les œufs soient classés dans les risques prioritaires les plus importants par rapport à la problématique de chlordécone. Alors les fortes concentrations de chlordécone, on va le retrouver, et ça a été bien décrit par notamment des collègues à la fois du CIRAD, enfin les différents partenaires qui travaillent sur cette problématique chlordécone, les organismes de recherche, l'INRA, CIRAD, mais aussi dans le cadre du programme JAFA. Et donc on se sert de ces informations aussi qu'ils ont pu trouver pour montrer que voilà, sur la poule en particulier, donc j'avais déjà parlé d'une bioconcentration importante dans les œufs. On va retrouver aussi cette concentration de chlordécone dans le foie, qui est l'organisme qui va détoxifier
le corps, donc forcément c'est lui où on va retrouver ces concentrations. On va retrouver aussi dans des parties grasses et dans certains muscles, dans des parties grasses au niveau du poitrail de la volaille et aussi dans les muscles. Mais grosso modo, il faut juste savoir que les différentes études qui ont été menées ont montré que sur des volailles qui étaient élevées en plein air, sur des sols qui étaient contaminés par la chlordécone, on a retrouvé des taux de chlordécone dans toute la volaille, avec des concentrations plus fortes dans certaines zones, j'ai dit le foie, les œufs, certaines parties grasses et certains muscles, mais grosso modo on en retrouve dans toute la volaille, donc d'où le danger et le risque et les préconisations qui ont été émises à la fois chez les professionnels qui font de la volaille en plein air, mais aussi chez les particuliers, et ça c'est le programme des jardins familiaux JAFA qui en parle beaucoup, les particuliers qui font pour de l'autoconsommation, qui ont quelques poules chez eux, etc. Donc de faire attention à ça et faire en sorte que les animaux, si le sol est chlordéconé, soit interdire cette production, soit faire en sorte que les animaux ne soient plus en contact avec le sol. Alors, dans le cadre du programme JAFA, pour donc les jardins familiaux, chez le particulier, dès qu'on a un doute sur la qualité du sol, on peut contacter le programme JAFA et l'IREPS en particulier pour qu'ils puissent faire des analyses de sol gratuitement. Et en fonction de ça, ils vont conseiller pour savoir si oui ou non on peut faire des productions, notamment de volailles chez soi ou d'autres types de productions. Dans le milieu professionnel, c'est ITEL, l'Institut technique de l'élevage, qui est chargé de faire ces prélèvements de sol pour les professionnels qui ont un doute sur la contamination de leur sol potentiel par la chlordécone. Et là, de la même façon, on fait les prélèvements de sol gratuitement. Et ensuite, c'est la DAF, la Direction de l'Agriculture et de la Forêt et de l'Alimentation, qui va renvoyer les résultats aux professionnels de l'agriculture. Et ensuite, des conseils vont être préconisés pour savoir quelle pratique agricole peut être poursuivie, notamment dans l'élevage, ou pas. Quels sont les conseils pour permettre qu'on puisse produire en zone contaminée, mais on puisse produire sainement, si c'est possible. Ou sinon, interdire tel ou tel type de production si le sol est vraiment trop contaminé. Alors on le voit ici, l'élevage en zone fermée pour les poules est une solution. Est-ce qu'il existe d'autres solutions plutôt que d'interdire complètement certaines productions ? Alors, on travaille justement à identifier des pratiques et des bonnes pratiques, j'ai envie de dire, qui vont permettre aux éleveurs d'élever les animaux sans les exposer, sans exposer l'animal à la contamination chlordécone. Donc, le fait de les mettre en bâtiment hors sol est déjà un premier élément. Par contre, il y a pas mal de pratiques d'élevage qui nécessitent quand même d'être sur l'extérieur. Donc là, l'objectif est aussi d'identifier toutes les zones sur le territoire, donc toute la Guadeloupe, y compris Saint-Martin, où il n'y aurait pas de contamination chlordécone, de façon à pouvoir savoir quelles sont les zones où on peut faire de l'élevage qui n'a pas besoin d'être en bâtiment pour pouvoir élever et avoir de la production d'élevage normale. Ensuite, nous sommes justement en train, c'est le travail qu'on a au niveau de l'Institut, d'essayer d'identifier de nouvelles manières de fonctionner, parce qu'effectivement, on peut éventuellement envisager qu'il y ait, alors ça devient technique là, mais des animaux, prenons le cas du bovin, qui soient des naisseurs qui puissent être élevés en zone contaminée, puisque je vous dis que l'animal est capable d'éliminer, qu'ensuite il pourrait se décontaminer, soit dans un centre dédié à cet effet, soit en zone non contaminée. Il faut savoir que cette dernière option que j'ai envisagée, elle est difficile à envisager parce qu'on se dit aussi que l'animal qui va se décontaminer en zone non contaminée risque de, même si c'est léger, contaminer la zone qui est propre. Donc voilà, il y a un niveau d'acceptation qui est nécessaire d'obtenir auprès des éleveurs ou même du consommateur. Vous allez monter des centres de désintoxication des bovins, j'ai compris. Alors, revenons au porc, vous savez, qui est très consommé chez nous, c'est une des viandes préférées des Guadeloupéens. Dans l'élevage qui est fait, on respecte beaucoup tous les critères que vous venez de décrire. Semble-t-il, en période de manque d'eau, fréquent dans beaucoup de régions, comme vous savez, certains peuvent être tentés de prendre de l'eau dans la rivière. Est-ce que c'est une source de contamination aussi ? Alors oui, justement, c'est une source potentielle de contamination et on est très vigilant là-dessus parce que, alors, il faut juste comprendre aussi le fonctionnement des éleveurs.
Aujourd'hui, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a des... je vous apprends rien en vous disant qu'en Guadeloupe, on a des problèmes d'alimentation en eau. Bon. Laisser, notamment sur les monogastriques comme le porc, le porc a besoin de beaucoup d'eau, notamment pour l'évapotranspiration. Donc, laisser un élevage sans eau, c'est détruire toute sa production. Donc certains éleveurs, avec certaines autorisations, autant que possible, vont faire des captages directement dans la rivière. Alors, on essaie de maîtriser, d'éviter ce type de pratique et de donner les informations et de mettre en place des systèmes, notamment avec de la récupération d'eau pour mettre des citernes en place ou des choses comme ça. C'est des éléments qui sont en projet pour l'instant et voir comment les financer parce que ça représente un investissement supplémentaire pour l'éleveur. Mais ce serait des solutions à envisager pour ces périodes où il y aurait des manques d'eau, sachant que pour les élevages, l'eau est nécessaire. Mais ça peut être une source de contamination. Mais on sait que les éleveurs sont des gens responsables. Tout à fait. J'ai tendance à dire qu'un éleveur ne va pas contaminer sa population et même sa propre famille, puisqu'ils consomment eux-mêmes ce qu'ils produisent. Et donc on va terminer sur ce conseil qu'on peut donner aux téléspectateurs, c'est de faire confiance aux éleveurs guadeloupéens qui sont sensibilisés à cette contamination et donc qui font tout pour que ça se passe pour le mieux. Merci beaucoup, Monsieur Xandé, de votre présence aujourd'hui. On va vous laisser repartir et on va accueillir sur ce plateau tout de suite Monsieur Charlie Vincent, président du comité des pêches régionales de Guadeloupe. Merci, au revoir. Nous a rejoint sur ce plateau Charlie Vincent. Vous êtes président du comité régional des pêches. Bonjour et merci d'être parmi nous. Alors, les produits de la mer n'ont pas été les premiers identifiés concernés par cette contamination des écosystèmes. Maintenant, ils le sont. Ils font partie des produits les plus à risque. Pour quelles raisons? Tout simplement parce que c'est le cycle de l'eau. Et parfois, on a tendance à oublier que tout ce qu'on pose sur la terre se retrouve en mer. Et malheureusement, la chlordécone, ça passe par les cours d'eau et ça se retrouve en mer, notamment aux abords des rivières. Cela explique que les poissons côtiers, mais aussi toutes les palots, les biogos, les crabes, mais aussi les langoustes, sont impactés par cette contamination dans les zones concernées. Bien sûr. Et on s'aperçoit que c'est sur le croissant bananier, là où on a eu la plus forte plantation de bananes, enfin l'exploitation de bananes, qu'on se retrouve avec les plus hauts taux de concentration de chlordécone dans les espèces que vous avez citées. Alors, les pêcheurs sont depuis de nombreuses années déjà informés de ces risques pour les poissons, pour les zones de pêche. Est-ce que cela est bien respecté? Nous, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est concerné par la chlordécone. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, par les médias et la population, c'est qu'aujourd'hui qu'il y a une sensibilisation réelle. Et nous, ça fait un petit moment qu'on est dans la chlordécone et aujourd'hui, on a des habitudes, on respecte la réglementation, on a beaucoup de contrôles inopinés et il y a des délimitations de zones de pêche qu'on doit respecter à la lettre. Donc vous êtes au point, mais est-ce que vous avez l'impression que la population a déjà bien compris la problématique? Vu qu'aujourd'hui la santé est un sujet à l'ordre du jour, on s'aperçoit qu'il faut encore informer. Et on ne cessera jamais d'informer, notamment pour la prévention, pour faire attention aux risques, que les pêcheurs sont responsables et qu'on maîtrise au mieux, le mieux possible ce risque en fait. Alors vous, ça a entravé beaucoup votre profession, diminution, impacté vos revenus. Est-ce que vous avez reçu des aides au minimum des dédommagements? Déjà, il faut savoir que ça a concerné 151 entreprises de pêche. Et donc 36 qui sont partis directement à la retraite. Donc ça veut dire d'emblée on en élimine 36 à cause de la chlordécone. Et pour ceux qui restent, ça a un impact fort sur le fonctionnement. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'aide directe pour aller pêcher plus loin ou pour aller pêcher dans d'autres secteurs. On a eu des conflits d'usage aussi parce que des pêcheurs ont dû changer leur habitude de pêche et aller dans d'autres zones. Donc des zones de conflit avec d'autres pêcheurs de d'autres zones. Ils ont dû changer de méthode de pêche aussi pour certains. Donc en fait... c'était pas facile cette adaptation. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, mais à coup de 100 réunions en quelques années, quoi. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était un travail énorme, la chlordécone, administratif, mais c'est aussi un travail de pédagogie. Mais est-ce que des jeunes ne sont pas venus renforcer les troupes quand même? Sur ces zones, très peu de jeunes se sont installés. C'est ça la réalité. Beaucoup de jeunes s'installent, mais sur des zones qui sont plus saines, des Irades, les Saintes, Saint-François, moins de risques. On sait qu'il y en a une exploitation beaucoup plus facile et une rentabilité qui est meilleure. Mais sur cette zone, on a eu une totale perdition de pêcheurs en réalité. On a très peu de pêcheurs qui sont restés sur ces zones. Et alors, qu'en est-il des crustacés de rivière ou d'élevage, les oiseaux par exemple? Eux, ils ont été énormément impactés à 100% en réalité. Beaucoup d'entre eux ont arrêté totalement. 99% ont arrêté totalement. Et aujourd'hui, on sait bien que les crustacés, il est difficile d'en faire, il faut les faire hors sol.
Mais encore faut-il que l'eau soit saine. Et ça, on sait bien que dans l'eau, il y a des problèmes de chlordécone. Voilà. Et est-ce que tous les produits de la rivière sont contaminés au même niveau, les crabes, les oiseaux? Alors, on sait bien que les espèces que vous avez citées sont forcément touchées. Crabes, oiseaux ou autres, les crustacés sont touchés quasiment à 100%. Après, on sait qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont réalisés dans les cours d'eau. Et je pense qu'on va aller vers des totales interdictions de pêche ou de production de ce genre d'espèces. Là encore, c'est dramatique en termes de conséquences économiques sur la filière. Bien sûr, c'est dramatique. Et la réadaptation, c'est donc... pour l'instant, on n'a pas la solution à tout, malheureusement. Ce qu'on peut faire déjà, c'est renforcer ce qui existe et ce qui n'est pas touché, et mieux valoriser nos productions actuelles. Alors, a priori, on peut dire que désormais, les pêcheurs sont informés et connaissent les zones de contamination et les poissons qui peuvent être le plus contaminés. Très bien informés, et on a le devoir et la responsabilité, nous pêcheurs, de donner du produit sain à la population, mais aussi déjà dans un premier temps parce que ces produits nous concernent, parce qu'on est déjà les premiers mangeurs de notre propre production. Généralement, on nourrit notre propre famille déjà avec les résultats de la pêche, et on a ce devoir de professionnalisation et de responsabilité. Donc il faut lui faire confiance. En fait. Oui, il faut faire confiance à son pêcheur. On sait bien qu'on a des produits importés sur nos territoires qui n'ont pas les mêmes contrôles que ce qu'on a nous en Guadeloupe en production locale. Et qui ne sont pas toujours exempts de produits... Exactement, phyto, qui sont dangereux pour la santé. Et donc nous qui sommes tant amateurs de poissons ici et de poissons locaux, de poissons côtiers, on peut donc en consommer a priori sans risque. Oui, et ça prouve bien que l'identification du pêcheur se fait via le macaron. Ça permet déjà dans un premier temps de rassurer le consommateur, mais aussi de professionnaliser et de montrer que nous sommes des gens responsables. Le macaron aussi a un deuxième volet, c'est d'aller directement chez le professionnel et de ne pas aller chez l'informel. On sait bien qu'en Guadeloupe, dans les productions locales, il y a toujours une part d'informel et une part de professionnel. Et l'informel n'est pas toujours au fait de l'actualité ou n'a pas toujours les bonnes infos. C'est pour ne pas... pas les mêmes règles. Exactement, il ne suit pas les mêmes règles. Alors, nous sommes très friands, elle vient de dire, de poissons, mais on aime aussi les bons poissons, un bon tartare de pélagique, de dorade, de thon, c'est bon. Oui, c'est excellent. En plus, il faut consommer local. Et en plus, on est en pleine saison de pélagique. Il ne faut pas hésiter à consommer beaucoup de pélagique en saison. C'est excellent, notamment pour la santé. Et l'apport en protéines est excellent. Il faut savoir que le poisson fait partie des meilleures protéines qu'on puisse avoir sur la planète. C'est la protéine sauvage, très peu de matière grasse, beaucoup d'oligo-éléments, d'oméga 3. On ne va pas faire les vertus du poisson, mais ça reste excellent pour la santé. Oui, mais justement, nous sommes gros consommateurs de poissons. Beaucoup ont tendance à se tourner vers des produits d'importation. Le saumon, par exemple, est-ce qu'ils sont suffisamment renseignés sur les conditions d'élevage de ces produits? Justement, on sait bien qu'il y a des problèmes dans le saumon actuellement. Il y a des produits, parce que c'est nourri avec des farines animales. En même temps, c'est interdit, mais on sait bien qu'il y a des dérives. Et tout ce qui est très concentré en élevage peut créer des bactéries, des maladies. Et on sait bien que ces productions sont aussi à risque aujourd'hui. Il est préférable de consommer du poisson qui a été directement prélevé dans la mer et qui n'a pas ce genre de maladie en réalité. Donc respecter, consommer local avec le pêcheur. Bien sûr, avec son pêcheur du coin. Vous avez des sites qui sont toujours connus pour avoir de la vente de produits de la mer et de la pêche fraîche du jour. Donc il ne faut pas hésiter à contacter son pêcheur directement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. C'est sur ce mot qu'on va terminer. Donc, consommons local. Les pêcheurs sont informés des risques, ils font attention, ils nous protègent, ils protègent la population et on peut consommer du poisson local sans risque. Oui, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Charlie Vincent, de votre présence. Merci, docteur Periana. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et on se quitte avec la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Pendant 20 années, ils mettent un paquet de chlordécone à la plantation banane, aussi bien à la Guadeloupe qu'à la Martinique, qui a empoisonné pour des siècles les écosystèmes. Ça veut dire que c'était là, de l'eau arrivait là, et de l'eau l'en là, qui est en face à ces côtés-là, qui contaminait là. Ces produits à kilti élevage là et toute faune aquacole. Mais quelles conséquences pour les consommateurs là qui n'ont l'habitude d'acheter poisson frais? Monsieur Xavier Xandé, qui est responsable à Institut Technique, expliquez-nous qui gens ces bêtes-là qui a contaminé. Les yo levé directement à ces sols contaminés là. Les yo qui a mangé zèbre là. Il parle nous aussi de ces poules là.
Justement, il dit que non seulement il est contaminé, mais chlordécone là qu'a éliminé à dans ces là. Donc attention à pas acheter zé yo levé en liberté à dans ces zones contaminées là. Mais on peut consommer toute poule et zé à poule yo levé à dans un côté fermé qui pas contaminé. Fais attention à autres à dans notre soleil.